Voilà, nous commençons la deuxième moitié du Midi Actualité. Je suis toujours Jean-Philippe Trottier, figurez-vous. Et on vous avait promis une chose passionnante à la politique française. Eh bien, figurez-vous, une promesse, c'est souvent fait pour être brisée. Alors, on va vous la briser bien allègrement aujourd'hui, puisque l'actualité politique québécoise nous impose un changement d'agenda ou d'ordre du jour, si vous voulez. Vous savez, il y a un proverbe chinois qui dit en anglais comme « May you live in interesting times ». C'est une malédiction chinoise. Puissiez-vous vivre des moments intéressants, et c'est ce qui semble se passer au Québec. Je vous rappelle qu'il y a 4 députés PQ qui ont fait défection. Il y a un sondage récent qui montre que Québec solidaire grimpe dans les intentions de vote. Je crois que aussi M. Legault gigote un peu à droite et à gauche. Et il y a d'autres nouvelles dont on va parler avec Mathieu Bock-Côté, qui est tout fébrile aujourd'hui. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors, est-ce qu'on vit des moments intéressants? Est-ce que c'est une malédiction chinoise? Oui, absolument. C'est une formule qui est souvent reprise. Hein. Oui, en effet. Souhaiter vivre dans une période de l'histoire qu'on a oubliée. Mais là, c'est plutôt l'inverse en ce moment. On peut regarder les événements en ce moment comme des événements relevant du quotidien politique le plus ordinaire. C'est ce que nous proposent quelquefois les journalistes, qui manquent un peu d'envergure, de perspective. Ou on peut les voir comme les symptômes d'une crise profonde de l'espace politique québécois, un espace politique qui était en voie depuis une dizaine d'années de dislocation, de décomposition, de recomposition. Et on peut voir, je crois, dans les événements actuels, le symptôme justement de cette décomposition-recomposition. Je crois que nous sommes en train, en temps réel, de changer d'époque en ce moment. Ah, je crois que nous changeons d'époque politiquement au Québec en ce moment, c'est-à-dire la configuration politique, l'espace politique hérité de la Révolution tranquille, à laquelle nous étions habitués depuis une quarantaine d'années. Cette configuration politique éclate, et ce qu'on doit voir à travers ça, c'est que toute une série de concepts, de notions, d'idées avec lesquelles nous étions familiers, la souveraineté, le fédéralisme, la question nationale, la gauche, la droite, tous ces concepts vont devoir être réinterprétés radicalement dans les prochaines semaines, les prochains mois, pour comprendre dans quelle nouvelle époque nous nous dirigeons. Objection, Mathieu Bock-Côté, quand même. Comment peut-on juger avec autant de pertinence ce qui arrive maintenant? L'histoire s'écrit toujours a posteriori. Vous semblez l'écrire tout de suite maintenant. Elle s'écrit a posteriori, mais elle se devine au temps présent quelquefois. Oui. Il y a au Québec depuis 10 ans, parce que la réflexion, on ne peut comprendre ce qui se passe au Québec sans avoir une réflexion particulière sur le Parti québécois. Oui. Le Parti québécois, depuis 10 ans, est un parti en sursis. Nous le savions, nous le devinions, mais il fallait voir à quel moment le sursis allait, d'une certaine manière, le sursis allait se manifester. Alors là, rappelez-vous le moment fondateur, je dirais, de cette découverte d'un Parti québécois fragilisé dans ses assises, ce sont les élections partielles de 2002. Bon, tout le monde les a oubliées, et pourtant elles sont fondamentales. Les élections partielles de 2002, où l'Action démocratique du Québec gagne 3 comtés sur 4, où dans les semaines qui suivent, dans les mois qui suivent, l'ADQ monte à 40 quelques % dans les sondages. On annonce le remplacement possible, pour ne pas dire probable, du Parti québécois par l'ADQ. C'est vrai. C'est un remplacement qui est envisagé à ce moment. L'ADQ va rater son coup en 2003 aux élections générales, mais l'ADQ va avoir une mauvaise stratégie politique, ce qui ne veut pas dire, cela dit, que le courant sociologique qui s'était révélé, ou historique même, qui s'était révélé, est à mort. Et là, faites la liste des événements qui suivent. En 2005, la rumeur autour du Manifeste pour un Québec lucide, on multiplie les sondages, on demande s'il y avait un parti des lucides qui prenait forme, qu'est-ce qui arriverait? Eh bien, on lui donne 40%, et le Parti québécois, dans un tel scénario, descendait à 20. Rappelez-vous la crise d'accommodement raisonnable en 2007, quand l'ADQ réussit à remplacer le Parti québécois comme parti de l'opposition officielle. Vrai, oui. Et aujourd'hui, les rumeurs autour de François Legault, qui, s'il lançait son parti, réussirait à remplacer le Parti québécois comme nouvelle coalition bleue. Il y a une comparaison historique qui s'impose dans les circonstances. C'est avec l'Union nationale. Le Parti québécois n'a jamais accepté sa filiation avec l'Union nationale parce que c'était le parti de Maurice Duplessis, de la Grande Noirceur et tous les bobards qu'on connaît. Pourtant, c'est une filiation évidente. Il y a dans l'histoire du Québec, appelons ça des partis nationalistes, le Parti bleu. Le Parti bleu a pris plusieurs formes dans notre histoire. Un temps, ce fut le Parti conservateur. L'Action libérale nationale du Québec a cherché à faire synthèse avec ça. Mais surtout, situons-nous dans les 50 dernières années, 70 dernières années, l'Union nationale et le Parti québécois.
Mais il y a aussi une chose, c'est que la question nationale ici a toujours été handicapée par le côté droite-gauche. Oui et non. C'est-à-dire qu'avec la Révolution tranquille, puis on y arrive, avec la Révolution tranquille, la question gauche-droite est un peu refoulée dans les marges de l'espace public. Elle ne disparaît pas, mais elle est relativement refoulée dans l'espace. Vous trouvez qu'elle est refoulée, vous? Qu'elle a été? De 60 à 95, il y a une forme de consensus de centre-gauche au Québec. Tous les partis, 60 à 2000, disons, tous les partis consentent à évoluer là-dedans. Ah, vraiment, dans le paradigme de la Révolution tranquille, oui. Les ripostes conservatrices sont contenues dans le Crédit social et dans l'Union nationale, dans ce qui en reste. Mais donc, je fais la comparaison. Le Parti québécois, en ce moment, en fait, depuis 10 ans, je dirais, est dans une situation semblable à celle de l'Union nationale dans les années 70. C'est-à-dire, voilà un grand parti nationaliste qui a bien servi le Québec, dans les deux cas, l'Union nationale comme le PQ. L'Union nationale, qu'est-ce qu'il a donné au Québec? Il a donné premièrement un nationalisme centré sur le principe du Québec d'abord, ce qui était fondamental dans notre histoire, ce qui était assez neuf. Par rapport au Canada. Par rapport au Canada, donc l'Union nationale était un parti exclusivement centré sur l'espace politique québécois, donc Québec d'abord. L'Union nationale a donné plusieurs des symboles qui ont permis de consolider l'identité québécoise. Le drapeau en est un, certainement. L'impôt provincial. L'Union nationale a aussi, dans les années 50, on l'a oublié ça, mais c'est les années 50, c'est une dynamique de centralisation unitaire au Canada. On souhaite la modernisation unitaire du Canada. On considère que les provinces sont de vieilles entités constitutionnelles déphasées, périmées, et il faudrait désormais consentir à leur neutralisation administrative. Et bien, dans ce contexte, l'Union nationale va réussir à maintenir vivante l'existence d'une communauté politique et historique québécoise. Mais au début des années 70, changement d'époque. Le programme de l'Union nationale a été accompli, il est achevé, le cycle de l'Union nationale est terminé, s'ouvre la possibilité d'un nouveau cycle nationaliste, d'autant plus que la Révolution tranquille a permis un réaménagement de la question nationale. La Révolution tranquille réaménage l'espace politique autour de la question nationale et plus exactement autour de la question du statut politique du Québec. Donc, est-ce que le Québec doit devenir indépendant, développer un rapport d'égalité ou d'égalité dans le Canada? Toutes les options sont ouvertes, mais l'espace politique est centré sur la question du statut politique du Québec. Eh bien, le Parti québécois va récupérer le nationalisme à ce moment-là, en faire une nouvelle synthèse autour de 3 piliers principalement, 2 plus importants que le troisième d'ailleurs. Le premier, c'est l'indépendance politique. Le deuxième, c'est la défense d'une identité québécoise moderne centrée principalement sur la langue française. Et le troisième, c'est la social-démocratie, mais qui est un pilier beaucoup moins important qu'on ne l'a dit historiquement. Parce qu'il me semblait que c'était vraiment la cheville ouvrière. Le Parti québécois est une synthèse. Rappelez-vous, lorsque le parti est créé en 1968, René Lévesque tend la main à Gilles Grégoire, qui est le représentant de la vieille droite conservatrice créditiste régionale québécoise qui roule CR, et tourne le dos. Et donc, il tend la main à Gilles Grégoire et tourne le dos à Pierre Bourgault, qui l'accuse de pratiquer un indépendantisme socialisant. Alors, le Parti québécois ça a dû être dur pour Pierre Bourgault de se saborder lui-même au profit de Lévesque. Hein? 10 jours plus tard, mais le Bourgault avait cela de grandeur qu'il croyait au primat de l'indépendance sur l'existence des partis. Donc, il a dit, on va constituer une aile indépendantiste plus radicale au sein du PQ. D'ailleurs, il a réussi. Mais le Parti québécois prendra le relais de l'Union nationale comme grand parti nationaliste, comme grand parti bleu. Et le programme, il va réussir à le mener. Partiellement. La loi 101, c'en est un exemple. Le développement de l'État québécois, qui n'était plus qu'une agence administrative, plus seulement une agence administrative, mais qui avait un sens du politique, quelquefois, qui virait l'étatisme d'ailleurs, et l'indépendance politique. Pourtant, quand on fait le bilan du Parti québécois, qui malgré ses services exemplaires, pourrait-on dire en certains points, le Parti québécois a échoué sur sa raison d'être, a échoué sur sa mission fondamentale, l'indépendance du Québec. Le Parti québécois, en 80 comme en 95, a cherché à conduire les Québécois à l'indépendance, et il a échoué. Et on pourrait même dire qu'il a tenu un 3e référendum invisible après le référendum de 95. Tout le monde s'attendait après 95 à ce qu'il y ait un 3e référendum. Et l'incapacité radicale des péquistes, alors qu'ils sont restés au pouvoir encore 8 ans, à tenir un référendum dans les circonstances, a confirmé d'une certaine manière que la question nationale était en train de se résoudre en se dissolvant. La question nationale dont les péquistes étaient les gardiens, eh bien, la question nationale était en train de se dissoudre. Le 3e référendum, c'est celui qui n'a pas eu lieu. Et c'est celui qui a consacré la lente désubstantialisation d'une option, celle de l'indépendance politique. Je sens que vous allez écrire un livre là-dessus, Mathieu. Oui, à tout le moins, il y a quelques idées qui circulent. Mais dans ce scénario, donc le Parti québécois, dans quelle situation se retrouve-t-il depuis une dizaine d'années? Il est porteur d'un projet qui a échoué. Et veut pas, on peut pas constamment poser à un peuple la question de son indépendance. Il y a d'autres questions dans la vie d'un peuple qui existent. Alors, de sa non-suggestion plutôt. Oui, bien sûr, pour le dire ainsi. Alors, c'est très juste. Alors, la question de l'indépendance commence à s'épuiser. Et le Parti québécois est dépositaire d'un projet de plus en plus qualifié, qui est de moins en moins un projet, je dirais, de plus en plus un fantasme. D'ailleurs, il y a le retour du langage du rêve chez les souverainistes depuis 10 ans. C'est assez intéressant. Jusqu'alors, on parlait de l'indépendance comme d'un projet. Et de plus en plus, on s'est mis à en parler comme d'un rêve. Comme Luther King. I have a dream. Oui, mais le problème étant que le rêve, normalement, c'est à l'origine du projet, ce n'est pas supposé être à l'aboutissement.
C'est vrai. Et nous sommes passés dans les années 60 de rêve à idée à projet. Ouais. En ce moment, nous régressons de projet à idée à rêve. Et dans ce contexte, je termine sur cette idée, dans ce contexte, le Parti québécois est prisonnier d'un projet qu'il ne sait plus comment faire aboutir. Et qu'est-ce qu'on voit au même moment? On voit dans la société québécoise la polarisation souverainiste-fédéraliste qui a été créatrice sur le plan politique pendant 30 ans au moins. Cette polarisation est de plus en plus paralysante, c'est-à-dire que les débats qui traversent la société québécoise cadrent de moins en moins dans cette polarisation souverainiste-fédéraliste. Donc les deux grands partis, le Parti libéral, le Parti québécois, qui exprimaient les alternatives possibles au Québec, sont de moins en moins en phase avec la population du Québec. Donc il y a un décrochage de plus en plus manifeste entre la population et l'espace politique. L'espace politique appauvrit le débat public plutôt que de l'enrichir. Quelles sont les conséquences de cette espèce de distanciation entre un espace politique fossilisé dans les catégories de la Révolution tranquille et des préférences populaires qui ne sont plus là? Eh bien, décrochage de la population, développement du cynisme, développement aussi de l'abstention. La population décroche d'un espace public qui n'est plus capable de rendre compte des débats qui traversent le Québec réel et qui perpétue, je dirais, une querelle tout à fait légitime, mais que les Québécois n'ont pas tranché comme on aurait pu le souhaiter. Eh bien, quand on tient compte de toutes ces variables, quand on regarde finalement l'histoire à moyen terme qui s'est écrite évidemment depuis la Révolution tranquille, mais plus exactement dans les 10 dernières années, qui ont été celles de la neutralisation de la question nationale, eh bien, on voit qu'un nouveau contexte s'écrit, on voit que de nouvelles forces politiques émergent, et c'est un peu ce qui risque d'arriver dans les prochaines semaines, et le Parti québécois risque d'être la première, sinon la principale victime de ce réaménagement de l'espace politique. Maintenant, Mathieu Bock-Côté, est-ce que les cartes sont en train d'être distribuées maintenant, on sait presque, c'est à chaud, quand on dit tout ça. Vous avez fait vous avez retracé de façon historique l'évolution de la question nationale par l'Union nationale, ensuite le PQ. La troisième mouture d'un parti qui va défendre l'idée nationale serait Québec solidaire? Non, c'est plutôt je crois qu'on risque de se retrouver devant une scission. C'est-à-dire, d'un côté, la coalition pour l'avenir du Québec de François Legault, qui a des défauts. Dieu sait que je n'ai jamais été un admirateur premier de François Legault. Je l'ai même critiqué très sévèrement. Mais je constate une chose, au-delà de mes préférences personnelles, il semble que la prochaine coalition bleue au Québec, ça veut pas dire une coalition souverainiste, mais une coalition du Québec d'abord. Là, c'est le grand parti de la fidélité au Québec. Eh bien, cette prochaine coalition bleue semble s'incarner chez Legault, qui va proposer un nationalisme moins lyrique, évidemment, qui ne sera plus héritier de la Révolution tranquille dans ce sens-là. Un nationalisme économique, pragmatique, je dirais même, une forme de nationalisme qui cherche à réparer la société québécoise plutôt qu'à la refonder. Un nationalisme qui fait le bilan de la Révolution tranquille et qui, sans vouloir en liquider l'héritage, propose toutefois de le réaménager. Donc, une forme de réformisme de centre-droit. Mais n'est-ce pas plus réaliste de procéder comme ça que de procéder par dogmatisme ou par idée superposée sur la réalité, non? Pendant 30 ans, pendant 40 ans, la question de l'indépendance n'était pas une idée superposée sur la réalité, c'est-à-dire que le Québec réel débattait activement de la question de son statut politique. Désormais, la question du statut politique est une double spécialisation, celle des militants péquistes et celle des professeurs en droit constitutionnel. Alors, on pourrait ajouter une troisième catégorie, les journalistes politiques, chroniqueurs politiques du devoir. Alors, et vous êtes dans quoi, vous, là-dedans? Moi, parmi les militants désespérés. Mais, le pauvre! Mais sérieusement, donc, il y a la tendance Legault. Et de l'autre côté, pour tous ceux qui n'accepteront pas ce ralliement, je dirais, à cette nouvelle coalition bleue davantage porté vers un nationalisme pragmatique que vers un nationalisme de conviction idéologique, eh bien, Amir Kadir et les Québec solidaires risquent d'être capables de trouver, justement dans cette déliquescence du Parti québécois, les conditions de sa croissance. Mais le problème, je vous interromps Mathieu, on va retrouver encore une fois la scission de la question nationale entre droite et gauche ou entre pragmatique et convaincu. Oui, mais pendant longtemps, cette scission s'opérait à l'intérieur d'un même parti qui avait plusieurs ailes. C'est le Parti québécois. Il y avait différentes tendances. Alors qu'aujourd'hui, on va assister à une véritable scission des tendances nationalistes disponibles dans le Québec francophone. Et là-dessus, Amir Kadir, il faut voir qu'il y a quelque chose d'intéressant. C'est un personnage que j'aime dire qui est talentueux et inquiétant. C'est-à-dire qu'il y avait Québec solidaire de Françoise David, c'était quoi? C'était un parti le parti de Sœur Françoise d'une certaine manière, un parti groupusculaire au progressisme soporifique dont le discours n'était pas capable de dépasser les cercles étroits de la gauche communautaire et féministe. Et Amir Kadir arrive et il réussit à faire quelque chose d'assez étrange au Québec. Il réussit à incarner la fonction tribunicienne. C'est-à-dire qu'il devient le tribun du peuple par rapport aux élites. C'est ainsi qu'il réussit à se camper politiquement. Amir Kadir
fait quelque chose d'inattendu. Il récupère appelons ça l'indépendantisme protestataire, presque radical, hérité du nationalisme de décolonisation. On écoute Amir Kadir, et lorsqu'il parle des ressources naturelles, lorsqu'il a parlé de la couronne anglaise récemment, son discours est celui, je dirais, d'une frange falardiste de gauche. Falardeau de Pierre Falardeau? Oui, de Pierre Falardeau. Alors, Kadir est en train de lancer une OPA sur l'aile gauche du mouvement indépendantiste et sur sa frange populiste. Et à partir de cette volonté explicite de conquérir l'aile gauche et l'aile contestataire du mouvement souverainiste, de l'électorat nationaliste québécois, Kadir a trouvé les conditions de sa croissance. Donc, il quitte le ghetto de la gauche radicale qui était le sien et il réussit à développer tout un discours. Je dirais, il développe un parti populiste à gauche de la gauche, mais qui crée son discours de conquête de l'électorat dans un nationalisme décolonisateur et en plus, dans une situation où les élites québécoises sont de plus en plus décrochées de la population. On regarde quelquefois entre Pauline Marois et Jean Charest, il y a bien évidemment des disputes passionnelles, mais on a l'impression qu'ils appartiennent au même monde, celui d'une classe politique en déconnexion du Québec réel. Ça c'est votre thèse familière, que les élites sont divorcées. Oui, et je constate que c'est très juste, c'est-à-dire c'est une analyse qu'on peut faire au Québec et ailleurs, mais au Québec, cette tentation populiste s'incarne à gauche dans un Amir Kadir qui décide de devenir, je le dis, occupe la fonction tribunicienne, un Amir Kadir qui s'installe véritablement dans le rôle du représentant du peuple contre les gros, contre les puissants, contre les installés. Et Kadir trouve donc dans ce créneau, et par l'indépendantisme par ailleurs aussi, il trouve un créneau pour assurer sa croissance, et on voit les derniers sondages témoignent d'une croissance réelle de Québec solidaire. Donc la carte politique se redécoupe. Que restera-t-il du Parti québécois là-dedans? On a quelquefois l'impression que le Parti québécois, à moins qu'il ne se refonde de manière absolument inattendue, en politique il n'y a rien de définitif, mais le Parti québécois risque de connaître à terme le sort qu'a déjà connu l'Union nationale. Et la question qu'on peut se poser dans les circonstances, c'est comment la question nationale du Québec pourrait-elle s'affranchir de la définition qu'on en a donnée dans le cadre de la Révolution tranquille? Peut-on préserver les fondamentaux de la question nationale et les traduire et les transposer dans le nouveau contexte politique qui s'impose aujourd'hui? Peut-on préserver la question nationale de ceux qui l'ont finalement mal servi? Mathieu Bock-Côté, est-ce que ça suppose pas que cette question nationale soit définie non pas en fonction en termes politiques, selon votre façon à vous, mais en termes plus spirituels, poétiques, qui est un peuple, il y a un génie d'un peuple qui lui s'incarne dans tel parti politique, dans telle idéologie, telle autre chose. En fait, il faut revenir en deçà du discours politique pour voir c'est quoi l'odeur, c'est quoi l'âme de ce peuple et comment elle peut s'incarner à l'avenir. Vous savez, Jean-Philippe, c'est probablement notre désaccord le plus constant, c'est-à-dire je vois vous avez tout le temps parce que j'ai une maille à partir avec vous. Je vois le monde à partir de la lunette sociologique, historique et politique, et vous avez quant à vous la lunette spirituelle. Probablement que tout cela est fait pour se réconcilier un jour, mais pas devant ce micro aujourd'hui. Alors, quelle gentillesse. Oui. Alors, je dirais que dans les circonstances, quels sont les fondamentaux de la question nationale que nous devons préserver? Le premier d'entre eux, je crois que c'est véritablement la conscience du Québec comme petite nation. C'est-à-dire une nation, d'ailleurs, on peut oublier avec la Révolution tranquille. On était grandiose, hein, oui. C'était le Québec persuadé de sa grandeur. Et c'était bon. Et on a vu ce que ça donnait. Alors, le Québec comme petite nation, je reprends la formule de Kundera ici, donc une nation consciente de sa précarité, de sa possible disparition. Là, on est d'accord là-dessus. Eh bien, dans ce contexte, je crois que dans les nationalistes québécois, à moins qu'ils ne veuillent se transformer en témoins d'une époque précédente, d'une forme de purisme idéologique, ce sont les gardiens du temple, un temple que plus personne ne fréquente, eh bien, les nationalistes québécois devraient travailler à transposer, à traduire dans le nouveau contexte qui se dessine, qui ne se définira pas selon l'affrontement classique souverainiste, fédéraliste tel qu'on l'a connu. Les nationalistes québécois devraient traduire dans ce nouveau contexte les fondamentaux de la question nationale. Et j'en pose quelques-uns. D'abord, je te dis la conscience d'une petite nation. Aussi la nécessité de défendre l'identité québécoise de la majorité francophone, j'entends. Donc, être capable de reconnecter l'identité québécoise avec la majorité historique qui en est dépositaire. Rappeler aussi, troisième élément, le caractère problématique de la relation Canada-Québec. Justement, ça c'est une équation dont on parle rarement, parce qu'il y a Harper à Ottawa aussi. On est encore Canadiens. Oui, et j'ajouterais qu'avec le résultat de la dernière élection fédérale, la question nationale a peut-être déjà commencé sa reconfiguration sans nous en avertir. Hein. Quelquefois, l'histoire s'écrit sans qu'on lui en donne la permission, ce qui est assez embêtant. Mais on n'y peut rien, c'est comme ça. C'est notre liberté. Oui. Alors, vous voyez, mais je dirais que le véritable génie politique ne consiste pas à se prendre pour un démiurge, encore moins pour un dramaturge, mais de savoir qu'une pièce s'écrit déjà et de savoir y jouer son rôle en improvisant. Et bien, dans les circonstances, je crois que avec le Canada anglais qui a voté NPD, le Québec qui a voté... le Canada anglais qui a voté conservateur et le Québec qui a voté NPD,
on voit que la contradiction Canada-Québec est encore existante. Ouais. J'ajouterais que la question nationale, quant à moi, est inscrite dans la crise structurelle du régime politique canadien, dans les contradictions du régime politique canadien. Le Canada n'a toujours pas reconnu constitutionnellement le Québec. Sa Cour suprême est encore capable de démanteler chacune des lois de l'Assemblée nationale qui viennent défendre l'identité québécoise. La question nationale, autrement dit, les Québécois ont beau ne plus la ressentir comme une passion existentielle permanente, elle demeure la trame de fond de notre histoire, à une condition. C'est que les nationalistes et les souverainistes, appelons ça les plus lucides d'entre eux, que les souverainistes et les nationalistes ne s'accrochent pas à tout prix à la défense, je dirais, de l'espace politique qui est en train de mourir, l'espace politique hérité de la Révolution tranquille, dans lequel ils exerçaient une hégémonie paralysante. Ouais. C'est-à-dire qu'ils avaient 40%, mais ils étaient incapables d'en avoir 50. Qu'est-ce qu'ils feraient pour avoir 50 maintenant? Dans le nouveau contexte, je crois, il faut accepter la part d'incertitude qui vient avec la liberté politique, qui vient avec l'action historique. Oui. Nous sommes dans un nouveau contexte où dont on ne sait pas le résultat, la configuration finale. On sait une chose, cela dit, dans ce nouveau contexte, soit les nationalistes se situent à l'extérieur. Donc, j'entends les nationalistes militants. Soit ils se situent à l'extérieur de cet espace politique et le condamnent en disant que les Québécois trahissent leur histoire et décident de se présenter à la manière de forme de grand procureur contre le Québec tel qu'il se transforme. Ou soit les nationalistes regardent quels sont, selon eux, les fondamentaux, ce que j'ai évoqué tantôt, et décident d'aller essayer de préserver ces fondamentaux, de les traduire dans le nouveau contexte, en ne sachant pas ce qui va en sortir, mais en sachant que mieux vaut à l'intérieur de cette nouvelle joute politique et historique et sociologique, plutôt que de s'en tenir à l'extérieur à la manière d'un témoin qui est davantage occupé à préserver son idéal en le transformant en fantasme imperméabilisé contre le monde réel, plutôt qu'à peser sur le monde réel, tout en sachant qu'on n'a jamais de victoire absolue, mais on peut avoir des victoires relatives qui ne sont pas négligeables. Mathieu Bocoté, une dernière petite question, il faut répondre assez rapidement parce que le temps file. Les nationalistes auparavant se définissaient comme Canadiens ou Canadiens français, ensuite à partir de 60 Québécois. Est-ce qu'on changerait d'appellation, on passerait à autre chose que Québécois? C'est une bonne question. C'est-à-dire, on a quelquefois l'impression que le peuple québécois a perdu son nom et qu'on l'appelle désormais la majorité francophone. Oui, les Québécois francophones, quand on décide d'être plus méchant, on dit la majorité historique française. D'un côté comme de l'autre, je crois qu'on doit préserver. C'est une des plus belles réussites de la Révolution tranquille, ce beau vocable de québécois. Le terme québécois définit bien cette appartenance à une communauté d'histoire, de mémoire, de culture qui ne commence pas en 1960 et qui n'arrête pas non plus en 60, comme le croient certains traditionnalistes. Ouais. Je crois que nous devons préserver ce beau terme québécois et je m'attends d'ailleurs à ce que le nouveau parti de Legault, peu importe la forme qu'il prenne, ait dans son titre et dans son nom une référence au Québec ou même à la nation. Historiquement, rappelez-vous, Parti national de Mercier, Union nationale de Duplessis, Parti québécois du Parti québécois et de René Lévesque. On peut espérer qu'encore une fois, la référence au Québec d'abord s'inscrive dans une nouvelle formation politique qui risque d'émerger. Ou sinon, c'était le Canada québécois. Vous savez, il y avait Jean-Guy Moreau et Thierry Luron qui faisaient la parodie entre Oui, Canada québécois. Tenons-nous éloignés de ces mauvaises parodies. Mathieu Bocoté, merci infiniment. Merci.